Du coup, je te laisse, Mathieu, je te montre ton diaporama. On va revenir sur ce truc-là, pour justement les outils après. Puis là, on va faire un truc un peu plus intermédiaire sur comment on peut essayer de parler d'activité physique au quotidien, non pas dans le cadre d'un programme étoffé d'éducation, etc., mais comment on peut essayer... C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Comment on peut essayer de driver de l'activité physique? Est-ce que c'est pertinent de driver de l'activité physique de manière beaucoup plus récurrente, répétée, et qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors, ça c'est mes liens d'intérêt. Voilà. Il y a des questions qui reviennent très fréquemment quand on s'occupe d'asthmatiques, et ça marche chez les enfants, ça marche chez les adultes aussi en partie, selon les questions qu'on prend. Mais l'histoire de la dispense à l'école pour l'endurance parce que je n'y arrive pas, l'histoire de j'ai arrêté le sport à cause de mon asthme, tout ça, il faut pouvoir y réagir de manière extrêmement précoce, vive et ferme, a priori, parce qu'effectivement, ces discours-là, logiquement, ne devraient pas être entendus. Ouais. On est d'accord, on est d'accord. Et effectivement, même les docteurs disaient pas de sport, il a de l'asthme, il a machin, il est fragile, il faut pas. Alors, voilà, exactement. Alors, moi, je vais vous proposer de faire une réponse en 3 temps à ces questions-là, avec ce que l'on sait. Donc, ce que l'on propose, enfin, ce que l'on suggère et ce que l'on propose. Donc, ce que l'on sait, alors, sur un plan scientifique, il y a un truc qui est super, qui est parfaitement démontré, et Linda a fait ça toute la journée, c'est la réhabilitation respiratoire, un programme global de prise en charge des patients où on va leur apprendre à connaître leur maladie, à développer de l'activité physique, à mieux connaître leur corps, à faire aussi de l'ergothérapie, ce qui est parfois extrêmement utile. On a vraiment quelque chose d'extrêmement pertinent. On sait que c'est super efficace pour passer de je suis très malade, handicapé, gêné par ma maladie respiratoire en général, à je suis beaucoup mieux, je maîtrise mieux ma maladie, et c'est vraiment un outil absolument extraordinaire. La question, c'est est-ce que c'était vrai dans l'asthme? C'est une première question qu'il fallait se poser sur un plan scientifique, mais en fait, les réponses sont finalement très récentes. Les publications pour savoir si la réhabilitation respiratoire, ça marche dans l'asthme, bah, c'est 2019, 2020, 2021. Donc vraiment, ça fait peu de temps que le concept de réhabilitation respiratoire d'asthme et sport, c'est finalement assez récent pour avoir des choses à peu près correctes. Et donc, par contre, c'est bien de prendre le train tout de suite en marche sur l'activité physique. Alors après, est-ce que tous les patients doivent passer par de la réhabilitation respiratoire? C'est encore autre chose. Ce qu'on sait aussi, ce qui est démontré scientifiquement, c'est que le sport, ça améliore le contrôle. D'accord? Ça améliore pas la fonction respiratoire. Quand ils soufflent dans les spiromètres, c'est pas forcément hyper mieux. C'est bien chez les enfants, ça permet un développement plus harmonieux de la cage thoracique, et effectivement, ça évite les limitations de croissance, enfin, ça permet une meilleure croissance du tissu pulmonaire. Par contre, ça ne traite pas la maladie. Ça ne traite pas l'inflammation des bronches, ça n'a pas pour objectif de se supplémenter au traitement de fond. Mais par contre, c'est quelque chose qui fait que les asthmatiques vont mieux. Donc quand vous entendez « il ne peut pas faire du sport parce qu'il est asthmatique », ça doit tout de suite vous faire bondir. D'accord ? Je parle juste de l'asthme. Mais on est d'accord, OK ? Publication, article de l'année 2020 de la revue des maladies respiratoires, article de l'année, hein, celui qu'ils ont préféré à la rédaction, c'était celui-là, c'était l'activité physique et l'asthme sévère, les résultats de l'étude phase, qui confirment que les données incitent à proposer une activité physique aux patients porteurs d'asthme sévère. D'accord ? Donc la problématique n'est pas de se dire c'est contre-indiqué, la problématique c'est de se dire en fait c'est un traitement comme les autres. C'est là le paradigme, c'est là qu'il faut changer son état d'esprit. D'accord ? Alors, je me suis demandé, est-ce que du coup ça apparaît dans les recommandations de prise en charge, et là j'ai été un petit peu déçu, donc elles ont été réactualisées en 2021, et ils ne parlent pas d'activité physique dans les recommandations. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de prescription, c'est juste que pour l'instant, dans les recommandations, c'est-à-dire on synthétise tout et on dit ce qu'il faut faire, on recommande des choses aux médecins prescripteurs, et ben on parle que des médicaments, grosso modo. C'est un peu frustrant. Donc si les recommandations françaises n'ont pas intégré l'activité physique, on va fouiller dans les recommandations internationales, et là on est un petit peu déçu, même si c'est pas complètement fermé, ils en parlent quand même un petit peu, l'activité physique. Bah, il faut encourager les personnes à avoir de l'asthme, à avoir une activité physique régulière, parce que ça a un bénéfice général sur la santé, en les prévenant que ça peut induire une bronchoconstriction. Et là, vous dites, c'est dommage, hein.
Et là, on se dit, il y a des choses dans les publications scientifiques qui n'ont pas forcément suivi exactement. Et le plus frustrant, c'est que quand vous lisez ça, c'est à la page 39 sur 42 du GINA. Donc on est vraiment à la fin, quoi. Hein. Donc c'est vraiment, vous arrivez à la fin du truc, vous êtes en train de vous endormir dessus. Ah, tiens, c'est là. Ok, super. La pépite. Parfait. La pépite, elle était là. Et GINA, donc Global Initiative for Asthma, donc c'est mondial, hein. Gentiment, ils éditent un guide pour les patients. Si vous avez des activités d'éducation thérapeutique, c'est un guide qui peut vous servir aussi d'une bonne base. Aussi, il y a la version adulte, il y a la version enfant, hein, il y a les deux. Et pareil, la course et le sport et le travail physique intense peuvent également causer des symptômes d'asthme. Mais ces activités sont bonnes pour vous. Donc vous voyez que globalement, la science, elle est quand même assez contradictoire. Et donc je pense qu'il faut rester sur de l'activité de terrain. Quand on parle d'asthme et de sport, il y a des choses sur lesquelles malheureusement on ne peut pas bouger. En tout cas pour l'instant, c'est en train de changer, mais la plongée sous-marine et les asthmatiques, c'est contre-indiqué sur un plan fédéral. C'est-à-dire que la Fédération de plongée sous-marine contre-indique la pratique de la plongée sous-marine chez l'asthmatique. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des risques de crise d'asthme sous l'eau, parce qu'ils sont plus sujets à faire des accidents de décompression, etc. Alors, je rappelle que, par exemple, un baptême de plongée sous-marine à 3 mètres pendant 20 minutes, il n'y a pas de palier, enfin, je veux dire, voilà. Mais, s'il arrive quelque chose et que vous avez signé un certificat disant qu'il pouvait, potentiellement, vous êtes dans le fond. Voilà. Il y a des conseils de base et de logique que vous allez donner à un asthmatique qui veut faire du sport. S'il veut absolument faire du sport extrême, il faut lui expliquer que ce n'est pas forcément tout de suite d'emblée la meilleure idée, surtout s'il n'avait pas d'activité physique au départ. Mais effectivement, le parachutisme, la très haute montagne, 3500, 4000 mètres comme ça d'emblée, sans s'être ne serait-ce qu'entraîné, avoir commencé à des paliers inférieurs, le vol libre en avion, enfin des choses un petit peu chaudes. Voilà. Et puis lui expliquer qu'il y a des conditions dans lesquelles effectivement le sport, il faut qu'il fasse moins ou qu'il lève le pied. S'il est conditions de froid extrême, de froid important, volcanisme, vous avez des patients à La Réunion, hein, un petit volcan de temps en temps qui fait un petit truc, on va leur dire c'est pas le moment d'aller faire du sport, ou tout simplement les pics de pollution en ville. Hein, d'accord. Mais par contre, vous pouvez lui expliquer que le sport c'est essentiel au contrôle de sa maladie. D'accord. Ça je passe. Ce qu'on propose, c'est déjà dans le livre blanc de la prise en charge de l'asthme et la lutte contre les inégalités. Et il y a dedans favoriser la pratique sportive et l'activité physique des patients asthmatiques. D'accord. Donc ça fait partie des choses que, certes, qui ne sont pas dans les recommandations scientifiques, mais que la communauté médicale, paramédicale et des patients recommandent de faire. Le livre blanc, c'est la SPLF pour la science, c'est les associations de patients, la fédération de pneumologie, etc. Et globalement, effectivement, tout le monde s'est dit oui. Donc il y a un MOOC qui a été développé pour justement s'aider à se former sur asthme et sport, hein, tout simplement. Il y a différentes propositions, notamment sur instaurer le remboursement de l'activité physique. On pourra débattre de ce point-là si vous le voulez, notamment pour les patients asthmatiques les plus sévères. Encourager les fédérations sportives à intégrer les asthmatiques dans les fédérations et promouvoir la connaissance de l'asthme auprès des maisons sport et santé. Et ce qu'on va vous proposer aussi, c'est de les aider à mettre le pied à l'étrier. Je n'ai pas dit faire du cheval, hein. C'était une image. Encore que, pourquoi pas, tant qu'ils ne sont pas allergiques au cheval. Okay. Alors, il y a une recommandation, malgré tout, alors qui n'est pas dans les recommandations de l'asthme, mais qui sont dans les recommandations sur la réhabilitation respiratoire. La réhabilitation respiratoire répond aux besoins des patients asthmatiques sévères, GINA 4 et 5. Alors à mon sens, je pense que c'est une erreur de lier ça à la classification du GINA 4 et 5. Il faut lier ça au handicap du patient. Ce n'est pas le stade qui doit déterminer, c'est sa plainte, à mon sens. D'accord. Mais bon, ce n'est pas toujours simple. Et la problématique des stages de réhabilitation respiratoire, c'est que il n'y a pas forcément beaucoup de place pour faire des stages de réhabilitation respiratoire. Donc c'est aussi potentiellement pour ça qu'il faut essayer de le réserver aux patients les plus limités au départ. D'accord. Ce qui est important avec le médecin quand on va conseiller l'activité physique, ça va être d'identifier les triggers de l'asthme. D'accord. Parce que chaque patient asthmatique va avoir à un moment donné ses propres symptômes qui vont le limiter. D'accord. Et donc la réponse, elle n'est pas du tout univoque. Et le concept de on va prendre du salbutamol systématiquement 15 minutes avant le sport, alors c'est sûrement pas une mauvaise idée,
mais ce n'est pas forcément toujours la bonne réponse. D'accord ? Le deuxième point, c'est que quand on a cette... alors je ne suis pas asthmatique, donc je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas cette expérience-là, mais quand on fait du sport et qu'on est asthmatique, on a souvent, au début d'effort, un effet de bronchospasme lié au stress de l'activité physique. L'activité physique est un stress en soi sur l'organisme, qui peut induire un bronchospasme, mais qui n'est pas forcément toujours gênant. Et le principe, c'est d'arriver à maîtriser son effort et de passer ce bronchospasme, pas forcément de manière médicamenteuse, permet ensuite d'aller sur ce qui s'appelle une période réfractaire. C'est-à-dire que derrière, le muscle bronchique se relâche. Et là, pour le coup, on a 3 à 4 heures de bronchodilatation sans avoir forcément recours. D'accord ? Donc le problème est d'identifier le seuil avec le patient pour lui dire, quand vous commencez à sentir ça, vous ralentissez un peu, vous passez ce cap et vous allez voir, vous allez pouvoir reprendre au bout de 5 minutes à une activité d'intensité beaucoup plus importante. D'accord ? Donc la réponse, elle n'est pas toujours dans le médicament, elle est dans la recherche de ce qu'on appelle la période réfractaire. Et c'est vrai pour tous les patients asthmatiques. Moi, je connais ça bien par rapport aux sportifs de haut niveau, puisque je m'occupe d'un certain nombre de patients en RCT, et donc on fait des prépas relativement intensives. Et sur le lot des 42 athlètes du RCT équipe 1, ils sont 7 à être asthmatiques. D'accord ? C'est comme ça. Et effectivement, au final, ce sont ceux qui font les meilleurs scores en endurance, parce que ce sont ceux qui se maîtrisent le mieux au niveau ventilatoire. Donc il faut savoir exploiter ces phénomènes-là et exploiter ces conseils. D'accord ? Ce qui est pas mal aussi, c'est quand vous avez des patients qu'il faut arriver à remotiver, c'est d'utiliser les professeurs d'activité physique adaptée. Je rappelle que les professeurs d'activité physique adaptée, donc ce sont des profs de sport qui passent en plus un master autour des pathologies chroniques et qui vont être capables d'adapter les exercices de manière individuelle aux patients. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais comment on a des professeurs d'activité physique adaptés ? En fait, c'est pas forcément si difficile. C'est une question de réseau. Une fois que vous êtes rentré dans le réseau, en fait, vous vous rendez compte qu'il y en a plein, des professeurs d'activité physique adaptés. Le mieux, c'est effectivement très souvent d'avoir un petit contact à l'université du sport, les facultés de STAPS. D'accord ? Il suffit de toquer à la porte, et il y a au moins 1 ou 2 responsables d'enseignement activité physique adaptée en moyenne par faculté de STAPS. Et ils sortent en moyenne, par école, 40 à 50 professeurs d'activité physique adaptée par an en France. Donc ça laisse quand même de la marge, sachant qu'il y a des écoles de STAPS un petit peu partout. Et ces professeurs d'activité physique adaptée, la plupart du temps, ils sont eux aussi en manque de débouchés. Donc ils ne demandent qu'à travailler qu'avec vous. Donc le tout, c'est d'arriver à se mettre en relation. Et ce n'est pas forcément si compliqué que ça. D'accord ? En acte militant, je vais demander au médecin de prescrire l'activité physique adaptée. Pourquoi la prescrire à proprement parler? Non pas pour l'imposer aux patients, comme on le ferait d'un médicament, mais pour que les professeurs d'activité physique adaptée puissent faire reconnaître leur activité, puisqu'aujourd'hui c'est un nouveau métier qui n'est pas encore classifié ni comme soignant, ni plus comme professeur d'activité physique. Donc ils sont aujourd'hui dans un flou juridique qui potentiellement nuit au développement de cette activité, alors que potentiellement c'est une vraie aide d'intermédiaire entre je suis malade et je ne peux pas faire du sport, à je me mets à faire du sport avec un prof qui va m'adapter et qui va me permettre, malgré le fait que je suis malade, de faire du sport comme tout le monde. D'accord ? Donc c'est un maillon manquant qui nécessite effectivement d'être développé, mais si on veut qu'il se développe, ça passe aussi par le fait que nous le reconnaissions et pour les docteurs, le meilleur moyen, c'est de prescrire. D'accord ? Alors, je ne vais pas parler de posture éducative parce que ça, on le fait après. Je passe tout ça. Moi, j'estime que le pneumologue, ça doit être un ambassadeur du sport. Et tous les intervenants qui s'occupent de patients asthmatiques doivent être des ambassadeurs du sport. Auprès du patient, auprès des institutions locales, vendez l'activité physique le plus possible quand vous avez une interaction avec vos directeurs d'établissements, de structures, quand vous êtes en contact avec les URPS, les ARS. Dites que le sport, c'est bien, que ça fait du bien aux asthmatiques. Parce que c'est vrai. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des associations sportives. Si par exemple vous pratiquez du sport dans une salle de sport, dites-leur, ce serait peut-être bien que vous puissiez accueillir des gens asthmatiques avec des programmes. Vous verrez, la plupart du temps, ils ne sont pas irresponsables. Ouais. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il n'y ait plus aucun certificat de contre-indication au sport. Ok ? Ou si vous en recevez un, que vous vous autorisiez à le déchirer. Ok. À l'exception de la plongée sous-marine pour l'instant. Ok, ça marche. Et puis l'asthme et le sport, ça fait des bons ménages.
et donc pas de certificat de contre-indication et essayer de promouvoir ça. D'accord ? Ok. Après, pour parler 2 secondes des professeurs d'activité physique adaptée, donc moi je m'occupe d'une association qui s'occupe de ça, parce que j'encadre effectivement 3 professeurs d'activité physique adaptée, qui s'occupent donc de patients porteurs de pathologies respiratoires sur prescription des pneumologues. Ce qui s'est passé en fait, c'est les professeurs d'activité physique adaptée qui sont venus me voir en me disant on aimerait proposer quelque chose dans le domaine respiratoire. Donc j'ai la chance d'être à côté d'une faculté des sports à Marseille, voilà, de connaître effectivement le responsable de l'enseignement. Ils sont venus me voir en fait qu'est-ce qu'on peut monter. Et on a monté une structure toute bête associative. Mais l'intérêt aussi que ce soit de la prescription, c'est que quand les professeurs d'activité physique adaptée, ils sont allés voir l'ARS en disant on fait ça pour les malades, bah, ils ont obtenu un financement. Donc du coup, ils sont payés. Okay. Donc c'est pas si compliqué que ça, c'est plus une question de rencontre qu'il faut souvent un petit peu aller chercher, aller titiller. Je pense que je suis plus court que la première fois. Ouais, bravo. Oui. Ouais. Mais par contre, même sur l'ordonnance, c'est pas très remboursé. Alors ce n'est pas remboursé du tout. Alors pour l'instant, il n'y a pas de remboursement, c'est en cours. Il y a une loi normalement de financement, c'est-à-dire que depuis 2017, normalement l'activité physique adaptée doit bénéficier d'une compensation financière dans le cadre du soin. Ils ne sont pas encore des soignants, mais dans le cadre du soin. Le problème, c'est que ça n'a pas été mis en place non plus au niveau de l'assurance maladie, d'accord ? Donc malgré le décret d'application de 2017. Et donc pour l'instant, ce sont les ARS qui ont une obligation de financement des programmes d'activité physique adaptée. Donc c'est pour ça que les professeurs d'activité physique adaptée, quand vous leur faites des prescriptions, ça leur permet effectivement de monter un dossier à l'ARS et dire on fait, on est là, on est actif, on prend des patients en charge. L'ARS, c'est comme tout à l'heure pour l'éducation thérapeutique. Il faut d'abord montrer que vous faites pour ensuite obtenir un financement. On a beau dire, on a beau faire. Donc c'est mieux d'anticiper les choses. Mais par contre, si ça se fait sur prescription, derrière, les professeurs d'activité physique adaptée, ils obtiennent les financements. Je n'ai absolument pas de monter le dossier à l'ARS pour avoir les financements. Ils s'en débrouillent tout seuls. Les professeurs d'activité physique adaptée, c'est pas Hugo le Biscotto, c'est des professeurs de sport, mais qui ont par ailleurs des masters qui sont tout à fait capables de monter un dossier de financement. Voilà, c'est voilà. Voilà. Mais alors moi dans mon association, ils ont effectivement donc le programme dure 3 x 4, 2, enfin il dure 4 mois, donc ils ont 4 mois de séances d'activité physique hebdomadaire avec le prof de sport et des exercices à réaliser dans l'intervalle. C'est un programme relativement complet sur le truc. Ils payent en fait 15 € une seule fois dans l'année, qui correspond en fait à la cotisation à l'association et à l'assurance pour l'activité physique, parce que le prof de sport il doit être assuré par patient. D'accord ? J'ai pas écouté, mais le financement. C'est l'ARS. C'est parce que je cherche un truc. C'est l'ARS. Voilà, c'est la prescription d'activité. C'est la prescription d'activité physique adaptée qui permet effectivement derrière de débloquer le financement pour les professeurs d'activité physique adaptée. Donc il faut commencer par prescrire, qui commence à prendre des patients en charge. Donc ça après il faut trouver un petit financement annexe dans le cadre d'associations. Tu trouves un laboratoire qui t'aide à financer, un prestataire qui accepte de jouer le jeu pendant quelques temps, etc. pour avoir quelques fonds pour payer quand même ces pauvres professeurs d'activité physique adaptée qui doivent manger, se loger, etc. Voilà. Enfin, moi je triche un peu, je suis en train de faire affaire avec une structure qui est juste en face de notre hôpital, mais avec l'inconvénient que quand même c'est bien pour les gens qui ne vivent pas loin, mais enfin on a des gens qui vivent loin. Mais c'est sous forme de prescription avec un encadrement par un kiné, délégué aux APA, enfin bref, c'est remboursé par la Sécu. Oui, c'est pas le même principe. Alors non, c'est pas le même principe parce qu'en fait c'est le kiné qui prend en charge et qui délègue aux APA. Donc c'est une prescription de kinésithérapie d'activité physique par kinésithérapie. Ça c'est pris en charge par l'assurance maladie, c'est un acte kinésithérapique de réhabilitation respiratoire. Si tu veux traiter en direct avec les APA, pour l'instant il n'y a pas de financement. C'est en train de bouger parce que le décret de 2017 il est en train de revenir sur la table des gestions de l'ONDAM, etc. Donc ça devrait peut-être changer. Alors, je ne sais pas si c'est bien que les professeurs d'activité physique adaptée soient remboursés comme un médicament ou comme un kiné. Je ne sais pas si c'est bien structurellement, mais en attendant, si on veut que les choses bougent, il faut que ces gens-là puissent justifier qu'effectivement ils sont sur un élément, voilà, c'est médical, c'est plus que simplement faire de l'activité physique, c'est de l'activité physique adaptée à un patient qui présente telle ou telle difficulté. Voilà. En Ile-de-France, l'ARS, il y a quand même Prescriform comme plateforme que tu connais, je pense, qui est financée par l'ARS. Oui. Et après, je pense que ça vaut le coup quand même d'aller regarder sur Prescriform au cas par cas, d'appeler.
qu'il y a un numéro où on peut appeler soit nous, soit les patients. Et des fois, ça fonctionne. Ça dépend de vous avec le patient. Et des fois, il y a des activités qui fonctionnent. Moi, j'ai quelques patients que j'ai réussi à mettre. Oui, on a une médecine. Donc, ils peuvent t'envoyer sur la maison sport santé, on en a une à l'interne, etc. Mais enfin, ça dépend un peu de la localisation. Après, c'est très inégal. Après, par territoire, ce dont on s'aperçoit, hein, moi, je l'ai vu à partir de la formation de l'association. Donc, au départ, j'avais un prof, puis deux, puis trois. Et puis, au final, on s'aperçoit, comme ces profs de sport, en fait, ils ont des contacts avec les profs de sport dans différentes associations autour. Alors, moi, j'ai le RCT, j'ai l'Aviron Toulonnais, etc. Et toutes ces associations sportives se sont mis à embaucher des APA en plus pour pouvoir accueillir des patients, entre guillemets, intermédiaires. Donc, en fait, on a un effet tache d'huile autour de ce truc-là qui permet effectivement d'écarter l'offre de soins. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux. Après, la vraie problématique, c'est le financement. On est d'accord. Mais une fois que la pompe est amorcée, c'est pas si mal que ça. Manifestement, ils ne sont pas complètement fermés. En même temps, ça fait partie, l'APA, ça fait partie des orientations prioritaires de santé, ça fait partie, la prescription de l'activité physique adaptée fait partie des orientations du développement professionnel continu des soignants. Hein, donc,